Eh bien, bonjour à tous, toutes et tous, sur la chaîne de la naturopathie, la chaîne YouTube du naturopathe et des amis de la naturopathie. Et nous allons parler avec mon ami Gilles, que je ne vous présente plus. Bonjour. Immensément connu de vous. Hein. Ah. Nous allons parler d'un thème qui est assez important dans le milieu du bio, de l'alimentation et de la naturopathie, c'est le soja. Le soja, qui est un aliment très à la mode depuis bien 20, 25, 30 ans. Et controversé aussi. Et controversé malgré tout. Et justement, il s'agit de définir l'intérêt et les limites d'usage du soja, les problèmes que le soja peut poser, qu'est-ce qu'on doit en attendre du soja. Hein, voilà, donc, alors, premier élément, quand même de réflexion, le soja est très riche en protéines, certes, autour de 25 à 30% rapporté au poids sec, certes, mais le soja contient des protéines qui ne sont pas tout à fait équilibrées en acides aminés essentiels. Voilà, quand on parle du soja, on parle de ce qu'on appelle le haricot mungo. Oui. Le soja jaune, hein, parce qu'il y a Oui. différentes sortes de soja, Oui. c'est celui-là qui nous intéresse. Oui, tout à fait. Alors, ensuite, le soja contient des isoflavones, notamment la daidzeine et la génistéine, qui sont des antioxydants, mais aussi potentiellement œstrogènes-like, et donc potentiellement perturbateurs endocriniens. Voilà, c'est ce qu'on a dit dans Ce qu'on avait dit dans un autre entretien sur les perturbateurs endocriniens. Et puis enfin, le soja est aussi un inhibiteur thyroïdien, riche en purine. Donc comme vous voyez, il n'a pas que des avantages. Alors je ne sais pas, je peux peut-être me tourner vers toi Gilles, comme spécialiste de la diététique chinoise, pour nous rappeler un peu dans quel contexte chinois ou japonais le soja est employé. Tout à fait. Alors en fait, contrairement à l'idée reçue qu'on peut avoir sur le sujet, les Asiatiques n'ont jamais consommé de grosses quantités de soja. Ça a toujours été utilisé le soja plutôt presque en condiment, hein, à petite dose. Voilà. Et c'est nous, les Occidentaux, qui avons introduit ce soja donc, chez nous et l'avons décliné sous différentes formes et avec le biais donc, des industries de l'agroalimentaire, etc., avec cette idée d'en consommer plus que ne le feraient les Asiatiques eux-mêmes. On devient plus royaliste que le roi, en fait. Hein, voilà. Bon. Donc le soja a été très tôt reconnu comme une substance potentiellement toxique par les Asiatiques. Et pour le rendre moins toxique, ils ont inventé des procédés de transformation. Hein. Le caillage, par exemple, avec le tofu, la fermentation, et ça a donné lieu à des tas de produits comme le miso, comme ainsi de suite, le tempeh, et ainsi de suite. Voilà. Donc en fin de compte... Le tempeh, j'avoue, que franchement j'ai goûté une fois, c'est vraiment pas bon. Tu ne peux pas te laisser tempeh. Hein, ah non. D'accord, ok. Non, bah, tout ça pour dire, non seulement ils le transforment pour le rendre acceptable, mais en plus ils n'en consomment pas tant que ça. Et il faut savoir que l'argument qui consiste à dire, par exemple, mais regardez, les femmes japonaises, eh ben, vous savez, elles n'ont quasiment pas de cancer du sein. Elles n'ont pas de problème. Et oui, mais c'est pas parce qu'elles mangent un peu de soja, d'après certains auteurs. Hein. Bon, ce serait à creuser le sujet. Mais c'est parce qu'ils ne mangent quasiment pas de produits laitiers. Voilà. Là, c'est un autre problème. On a déjà parlé un peu des produits laitiers, qui peuvent être effectivement source de problématiques dans ce domaine. Donc voilà, moi ce que je peux dire sur le soja... Alors j'ai deux remarques intéressantes à faire aussi, c'est que le soja est un inhibiteur thyroïdien, mais les Asiatiques consomment beaucoup d'algues, notamment les Japonais, ce qui compense. Le soja n'est pas si équilibré que ça en protéines, mais les algues, elles, apportent des protéines extrêmement complémentaires au soja. Hein. Le soja est riche en purine, mais les algues sont drainantes et dépuratives. Donc vous voyez, les Asiatiques ne consommaient pas tant de soja que ça, mais en plus c'est compensé avec des aliments qui permettaient de compenser ou de contrebalancer les effets négatifs du soja. Alors maintenant, il y a quand même une chose sur laquelle il faut s'appesantir, c'est l'effet œstrogène-like. Effectivement, vous avez les isoflavones qui sont reconnus comme potentiellement
augmenter l'action des oestrogènes ou avoir un effet œstrogène mimétique, c'est-à-dire qu'ils vont favoriser le développement, alors d'abord l'ovulation chez la femme, le développement des tissus de l'utérus chez la femme, le développement de la poitrine chez la femme, mais à force, ça peut aussi favoriser l'apparition de mastose, de kystes, de fibromes, d'endométriose et de cancers hormonodépendants. Donc ça, il faut savoir ça. C'est quand même, c'est pas un cancérigène le soja, mais ça peut favoriser le développement de cancers hormonodépendants. Alors, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur les isoflavones. Hein. Sur l'être humain, sur l'homme notamment, on suspecte le fait que le soja puisse favoriser ou en tout cas inhiber la spermatogénèse. D'accord. Toujours pour des raisons endocriniennes. Hein. Par contre, c'est vrai que les isoflavones sont antioxydantes ou un effet stimulant ce qu'on appelle l'apoptose, c'est la destruction de cellules cancéreuses lorsqu'elles ne sont pas hormonodépendantes. Voilà, ce qui est paradoxal. Lorsqu'elles ne sont pas hormonodépendantes. Donc le soja est à double tranchant. Dans les cancers hormonodépendants, on va le déconseiller fortement. Dans les cancers non hormonodépendants, il peut être utilisé sans aucun risque, avec modération. Si ce n'est de déclencher peut-être un cancer hormonodépendant. Ah oui, bon. Voilà, mais on s'en sort plus. Mais voilà. Sans aucun risque, en le consommant avec modération. Donc vous voyez, le soja, c'est pas une panacée non plus. Hein. Le soja, enfin franchement, on peut vivre centenaire sans jamais avoir consommé un gramme de soja de sa vie. Bah oui. Donc c'est pas. Bien sûr. On n'est pas. Alors on le présente comme une alternative aux protéines animales, etc. Mais il y a peut-être d'autres façons de procéder. Voilà. Moi personnellement, quand on me demande, je déconseille, mais je ne déconseille pas absolument. Non. Je dis, voilà, vous n'avez pas besoin de soja pour vivre. Si vous voulez en consommer, allez-y, mais modérément, parce que, encore une fois, c'est pas un produit... Il ne faut pas en consommer tous les jours, par exemple. Mais, voilà. Parce que le problème du véganisme... De temps en temps pour le plaisir, parce que... Le problème du véganisme, par exemple, c'est de les consommer du soja tous les jours. Ça, c'est pas bon du tout pour la santé. On risque de s'exposer à des carences protéiniques, mais ça, on reparlera du sujet du véganisme dans un autre entretien. Hein. Et deux, le soja, comme je vous ai dit, inhibiteur thyroïdien, donc de croissance. Et de la trypsine. Oui, aussi. Le sucre pancréatique. Tout à fait. Donc, inhibiteur de croissance, inhibiteur thyroïdien, œstrogène-like, donc potentiellement favorisant les cancers hormonodépendants, riche en purine. Très riche en purine. Semblerait-il autant que la viande de porc, donc ça charge en purine les reins. Donc c'est pour quelqu'un qui a une insuffisance rénale, on ne va pas conseiller le soja en cas d'insuffisance rénale. Donc vous voyez, le soja, il faut être conscient de ce que c'est, ne pas le rejeter totalement, mais le consommer pour ce qu'il est, avec modération. Pas comme un apport protéinique de base. Absolument. Voilà. Nous sommes d'accord. Eh bien, on a fait le tour de la question. Je crois qu'on a fait le tour du soja. Soja si vous voulez. Voilà. À très bientôt.